Entrez, entrez. Bonjour Isabelle Le Callennec, députée UMP d'Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour Luc Carvounas, sénateur socialiste du Val-de-Marne. On commence peut-être à un mot sur la fin, si je puis dire, en principe, de cette affaire Bettencourt. Et donc, nous, on va se focaliser sur Éric Woerth, qui avait été poursuivi à 2 titres pour trafic d'influence et abus de biens sociaux, et puis donc qui est relaxé. Donc, il a quand même il a dit bien évidemment que tout à fait content, qu'il voulait sa volonté d'agir pour en politique continuer. Il a quand même dit que il a regretté ceux qui avaient été si prompts à le condamner. Il a cité notamment Martine Aubry, Claude Barthelone. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela ? Écoutez, moi, je me félicite de la décision qui a été prise hier. Vous savez, quand ça vous tombe dessus, vous êtes un homme ou une femme politique, vous passez par des épreuves difficiles. Donc, la justice, en effet, a décidé de la relaxe. Merci d'en parler, parce que souvent, on parle des mises en examen de politiques et on oublie où ça fait l'objet d'une toute petite ligne dans les journaux lorsqu'ils sont relaxés. Oui, je pense que c'est pas la première fois qu'un homme ou une femme politique est comme ça, traîné dans la boue, parce qu'il a été traîné dans la boue, y compris sa famille. Et c'est vrai que je pense qu'il faut en retenir la leçon. La présomption d'innocence, elle existe dans notre pays. Il faut laisser faire la justice. Et en effet, pour ce qui concerne Éric Woerth, moi je suis contente de la façon dont ça se termine. J'espère que c'est terminé. Et ça doit nous servir à tous de leçon sur le respect de la présomption d'innocence. Luc Carvounas. Écoutez, moi je n'ai pas à commenter une décision de justice. Ce collègue député de l'opposition aujourd'hui est blanchi de toute accusation. Mais d'une manière générale, moi j'invite tous les politiques, quel que soit leur bord, à ne pas être amenés à commenter quand un parlementaire, un maire est mis en examen. Il faut laisser dérouler la justice, voilà, et que la justice, et ne pas venir nourrir la rumeur par des petites phrases pour des fins purement politiciennes. Je n'ai pas pour autant souvenir que Martine Aubry, qui est une femme d'État, ait été amenée à commenter de manière négative ce sujet. Enfin, maintenant, c'est derrière nous. Prenons acte de cette décision. Et puis surtout, encore une fois, moi, j'invite vraiment les politiques, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, à exercer leur mandat et à laisser faire la justice comme elle a été exercée actuellement. Alors, il y a 2 événements importants pour les 2 partis que vous représentez ce week-end. On commence peut-être avec le Parti socialiste. Alors là, c'est hier soir qu'on a eu le résultat. Donc, Jean-Christophe Cambadélis a été réélu, élu, parce qu'en fait, la première fois, il n'avait pas vraiment été élu. Premier secrétaire du Parti socialiste avec 70% des voix. C'est un score large. 70% des voix au niveau national, 77% dans mon département, le Val-de-Marne. Moi, je suis très satisfait. Parce que c'est la victoire de la ligne social-démocrate au Parti socialiste. Voilà, les choses maintenant sont claires. Il y a eu ces dernières années, depuis le début de ce quinquennat, certaines voix qui se sont élevées des rangs de la majorité présidentielle, des rangs socialistes, j'ai jamais aimé cette expression, ouais, donc je ne la reprends pas, de parlementaires qui laissaient entendre par leur petite musique qu'ils pouvaient être une ligne majoritaire au sein du parti en exercice, au pouvoir. Maintenant, les choses sont claires. La ligne majoritaire au Parti socialiste, c'est la ligne social-démocrate. Et nous allons poursuivre les réformes telles que François Hollande et Manuel Valls les ont engagées maintenant pour redresser le pays. De ce fait-là, donc pour vous, c'est un vote important et significatif, quoi. Il y a bien clairement sûr, le choix est fait. Bien sûr, parce qu'un congrès, le congrès du Parti socialiste, là, ce sera le 77e congrès, défini pour 3 ans la ligne politique du Parti socialiste. Maintenant, les choses sont claires. La ligne politique, elle est social-démocrate très majoritairement. Côté UMP, à moins que vous ayez quelque chose un commentaire à faire sur l'élection de Jean-Christophe Cambadélis. Oui, volontiers. J'aimerais vous croire et vous entendre, mais quand moi j'examine la motion A, je trouve qu'elle reste beaucoup dans les concepts et qu'elle ne nous dit pas précisément comment on va faire vivre cette ligne politique que vous appelez de vos voeux social-démocrate. Et j'observe quand on vote ici des textes à l'Assemblée nationale que la ligne n'est toujours
pas aussi clair que ça. On a terminé cette nuit à 2h30 du matin l'examen de la loi sur le dialogue social. J'ai observé que le ministre du Travail, qui probablement avait soutenu la motion A, est allé plus loin et est allé donner des gages à la gauche de la gauche et probablement des personnes qui n'avaient pas voté la motion A. Mais moi, je ne crois que ce que je vois, et donc dans les semaines et les mois qui viennent, on verra en effet si vous faites vivre cette notion de social-démocratie dans les faits. Parce que je pense que les entreprises en particulier attendent beaucoup de votre part, puisque vous êtes aux affaires, de liberté d'entreprendre. Et hier, je peux vous assurer que dans les débats qu'on avait sur le dialogue social, c'était pas encore tout clair. Un débat interne. C'est la ligne politique du Parti socialiste. Moi, je n'imagine pas un instant que ce qui sortira du congrès demain de la droite républicaine soit cette majorité qui va tenir le stylo de ceux qui prétendent à vouloir à nouveau exercer le pouvoir dans une alternance. En même temps, ce n'est pas le Parti socialiste qui tient le stylo de François Rebsamen ou de Manuel Valls. Le Parti socialiste incarne une ligne politique. Le président de la République et le gouvernement dirigé par Manuel Valls incarnent l'expression populaire du 6 mai 2012 sur le projet pour lequel nous avons été élus. Alors, on passe peut-être à l'UMP, puisque là aussi, congrès demain. Les militants terminent de voter, ils ont jusqu'à ce soir. 18 Ils heures. votent à la fois sur les statuts, sur le bureau politique et sur le changement de nom. Les Républicains à la place de l'UMP. Alors, il paraît qu'il y a certains militants au départ qui n'étaient pas tout à fait convaincus, mais selon toute vraisemblance, les trois vont passer. Ce sera le triomphe de Nicolas Sarkozy demain. Écoutez, moi, je souhaite qu'en effet, d'abord, les adhérents de l'UMP, qui sont plus de 210 000, se mobilisent pour le vote. On était hier soir à 20h à peu près un peu plus de 55 000 adhérents qui avaient voté. Donc, c'est un bon panel, si je peux dire. Ils auront 25%, mais enfin bon, ils ont encore toute la journée pour voter. Oui, oui, vous pouvez retenir ce nombre de 25%. Moi, j'ai envie de retenir 55 000. Ils se prononcent en effet sur le nom. Vous savez, on a beaucoup discuté dans nos fédérations de la portée de ce nom. Moi, ce que j'entends, et j'étais encore hier en conférence téléphonique avec les jeunes actifs de mon département, pour les adhérents, c'est un point de départ. Qui ouvre une perspective, et c'est vrai que le défi de notre grande famille politique moderne, c'est demain de rassembler sur des valeurs et de faire un projet et de proposer un projet alternatif aux Français, un projet alternatif, projet contre projet, on le dit souvent dans cette maison, entre les propositions donc du Parti socialiste et bien évidemment les propositions du Front national avec lesquelles on n'est absolument pas en phase, je me permets de le préciser. Donc pour moi, demain, ça va être en effet un grand événement. Vous savez, le congrès, c'est le rassemblement de nos adhérents. Donc c'est comme une grande assemblée générale d'une association. On annonce plus de 20 000 personnes, c'est pas rien. Vous savez, la politique, c'est physique. On a besoin d'être les uns et les autres ensemble pour partager. Moi, j'y crois beaucoup. Ça offre une véritable perspective. Alors pour répondre à votre question, Nicolas Sarkozy a eu l'occasion de le dire, pour lui c'est vraiment le congrès du grand rassemblement, c'est un point de départ, chacun aura droit à la parole, il y a plusieurs dizaines d'interventions qui sont imaginées, un petit peu plus, qu'on soit sur scène, dans la salle ou bien évidemment sur grand écran. Je pense que ça va être un beau moment à vivre pour les militants. Et quand Bruno Le Maire dit que le nom c'est secondaire et que le parti, c'est pas lui qui porte le projet présidentiel. C'est quand même une façon de se démarquer, non? Moi, je pense que le nom est important, mais comme dit Bruno, c'est pas tout. Et sur le projet, il dit c'est pas le parti qui porte le projet présidentiel, c'est les candidats. On va travailler au projet pour avoir une ligne du projet. Vous parliez de ligne au Parti socialiste. Mais évidemment, on a des primaires. On l'a décidé ainsi en novembre 2016. Et donc, chaque candidat déjà déclaré ou peut-être à venir auront une offre politique à faire à la France. Parce que c'est là, ça sera au-delà même de l'UMP ou maintenant des Républicains, ou peut-être demain des Républicains, à toute la France. Et Carvounas, comment vous voyez tout ça? Et notamment selon les Républicains, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été hérissés? Vous ne m'avez pas entendu dans ce débat-là. Moi, je pense que quand un parti manque de fond, il cherche une nouvelle forme. C'est du marketing politique. Donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, qui incarne une forme de droite très bonapartiste, donc l'imaginer laisser la parole à 50 personnes, ça doit être vraiment pour lui
une métamorphose incroyable, voilà, nous laisse entendre que le parti rassemble. Vous avez parlé de Bruno Le Maire et de ses sorties. J'ai entendu hier Jean-Pierre Raffarin vis-à-vis d'Alain Juppé. Bon, voilà, c'est le sujet de l'opposition républicaine. Ils se retrouvent entre eux ce week-end. Mais on regardera de très près le projet. Moi, je n'oublie pas qui a été Nicolas Sarkozy pendant 5 années quand il a dirigé le pays. Hein. Je n'oublie pas le discours de Grenoble, le discours de Dakar. Je l'entends parler d'un chef de l'État en exercice en l'appelant moi-je. Tout cela n'honore pas la politique. Et à un moment où il y a une énorme défiance vis-à-vis de la classe politique et des élites en général, quelqu'un qui a exercé les plus hautes fonctions de l'État, être à la tribune comme une sorte de comédien qui nous fait un one-man show pour faire rire la salle, c'est extrêmement inquiétant pour ce qui nous attend dans le cadre du débat présidentiel. Et je dis de faire à la droite républicaine de faire attention qu'à force d'aller courir derrière Marine Le Pen, qui avait préempté le nom Les Patriotes, et maintenant la droite républicaine veut s'appeler Les Républicains, on voit cette petite course à l'échalote qui n'augure pas de débat de grande qualité. Donc il faut que tout cela change vite. Peut-être que ce week-end, il participera. Et il faut que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, parce que dans ma bouche, je respecterai toujours la fonction qu'il a incarnée, il faut qu'à son tour, lui qui a été chef de l'État, respecte le président de la République, François Hollande. Dernier sujet, mais qui est d'importance, c'est l'Europe, avec la tournée européenne de David Cameron, qui veut clairement obtenir des concessions avant le référendum qu'il va organiser sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni dans l'Europe. Donc il demande davantage, il demande des réformes, des mesures sur la libre circulation, sur le droit des droits sociaux des immigrés, et la possibilité de veto du Parlement britannique sur les mesures européennes. Et au même moment, il y a un sondage du Figaro qui indique que 62%, si on refaisait le référendum de 2005, 62% voteraient non. Même si 62% disent qu'ils sont attachés à l'Europe. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème avec l'Europe aujourd'hui? Si, il y a un vrai problème avec l'Europe. Moi, je suis une Européenne convaincue. Je pense que c'est à notre génération, celle de nos enfants, de continuer à construire cette Europe qui nous a quand même amené la paix. Et on voit qu'aux portes de nos pays, la paix est très fragile. À première vue, c'est un argument qui ne suffit plus, ça. Non, ça ne suffit plus, mais enfin, il faut quand même rappeler l'histoire. En revanche, on observe aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements. Et les Français le voient et l'observent. Moi, je suis élue dans une région, la Bretagne, où on a beaucoup d'industries agroalimentaires en particulier. Vous savez que la concurrence avec les pays d'Europe pose des difficultés. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut plus d'harmonisation européenne. On a fait l'Europe, on a fait une zone euro. Il y a de plus en plus de débats pour savoir si tout le monde doit rester, entre guillemets, avec le même niveau d'intégration. Moi, je pense, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a écrit un livre très intéressant sur ce qu'on est en droit et ce qu'on devrait faire d'ici les 10-15 ans, parce que tout ça prend du temps. Cette harmonisation qu'on a fait, on a l'euro, une monnaie commune, mais on n'a toujours pas de politique monétaire, budgétaire, financière commune. Moi, je pense qu'il faut plus d'Europe, mais il faut expliquer davantage. Sauf que Cameron demande moins. Non, je trouve que la vertu de David Cameron, c'est d'appuyer là où ça fait mal et de dire, oui, il y a des dysfonctionnements. Donc ça, il faut que nous, tous les responsables politiques, on l'entende et qu'on se mette autour de la table pour, en effet, résoudre ces dysfonctionnements. Donc moi, je pense ça plutôt comme une chance, parce qu'on ne veut surtout pas que les Britanniques quittent l'Europe. Enfin, moi, je suis une anglophile patentée, et donc on a besoin de cette grande nation. Même s'ils mettent sans arrêt des bâtons dans les roues pour la construction européenne. Ils ont leur caractère, ce sont des insulaires. Moi, je trouve qu'ils apportent énormément à l'Union européenne. Ils appuient encore une fois là où ça fait mal, et il est de notre responsabilité de les entendre. Sur les questions d'emploi, on peut prendre quelques leçons chez eux. Moi, j'observe que si David Cameron a été réélu, c'est parce que, au moins, le taux de chômage a baissé. On pourrait s'en inspirer. Je sais que c'est pas le modèle des socialistes, mais on peut pas non plus tout rejeter. Il y a le problème de l'immigration aussi. Ce que dit David Cameron, je pense que c'est entendu par nombre de Français qui disent il faut maîtriser. Et les Français, ils ont le sentiment aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas, que les politiques ne maîtrisent pas. Donc il y a un énorme champ à investir. Prenons ces remarques, non pas pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire effectivement, on va dire les Britanniques, I want my money back, enfin, c'est l'image qu'ils veulent donner. Moi, je pense qu'ils ont raison d'insister sur le fait qu'il faut changer, sinon le désamour continuera. Eh oui.
Et ça aggravera. Luc Carmonas. Alors, sur la question européenne, je rejoins totalement ma collègue sur la question de l'histoire. On parle beaucoup d'Europe sur les conditions économiques aujourd'hui, mais les générations, il faut leur rappeler aussi pourquoi nous avons fait l'Europe pour la paix. Nous avons été dans une période, et encore nous allons continuer dans des périodes de commémoration. Tout cela participe à nous donner les valeurs importantes vue, ça suffit de pas. l'Europe. Clairement, Sur votre question par rapport à David Cameron, il est dans la suite de sa campagne qu'il l'a fait élire. Il a porté sa campagne sur les questions d'immigration, sur le fait de pouvoir autoriser son Parlement à voter contre ou à bloquer des lois portées par l'Europe. Bon, vous comprendrez bien que, étant aujourd'hui chef du gouvernement de Grande-Bretagne, il n'a aucune envie de sortir de l'Union européenne. Maintenant, il faut quand même, pour aller vers le référendum et obtenir le oui, essayer de démontrer qu'il est en capacité de renégocier quelques traités. Sauf que je ne crois pas que c'est l'attente et la réponse qu'il faut apporter. Il faut maintenant que nous puissions discuter. Ça a été fait hier entre le chef de l'État et lui. Il est dans son processus interne à son pays d'aller à ce référendum qui a été autorisé par la reine. Donc ce référendum va se tenir dans le courant de son mandat. Mais in fine, je ne crois pas un instant que les Anglais comme David Cameron aient envie de sortir de l'Union européenne. Voilà. Il est dans son processus qui lui a permis d'être élu. Voilà, ça lui appartient. C'est une démarche politique interne à l'Angleterre. Mais il ne faut pas mentir au peuple. Et David Cameron, en brandissant un peu cet épouvantail qui lui a permis aussi, en surfant sur quelques peurs, de se faire élire, il est dans une forme d'hypocrisie en laissant entendre qu'il, in fine, voudrait sortir de l'Union européenne. Eh bien, nous verrons bien d'ici 2 ans, parce qu'il y aura le référendum. Merci Isabelle. De l'eau sous les ponts. Merci Luc Carmonas. Bonne journée. Merci bien. Merci.